Chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à notre leçon numéro 10 du module mathématiques 2. Cette leçon a pour titre « Fonction de deux variables, limite et continuité ». Alors, ce que nous allons voir dans cette leçon, d'abord, parler des applications partielles et des applications composantes, définir ce que c'est, limite d'une fonction en un point, continuité en un point, continuité sur un domaine, et enfin, continuité uniforme et application lipschitzienne. Vous remarquez, chers étudiantes et étudiants, donc, que nous sommes en train de refaire les mêmes notions que nous avions fait dans le cas d'une fonction à une variable réelle. Alors la seule différence que nous avons, c'est que nous allons introduire de notions nouvelles qui s'appellent application partielle et application composante. Application partielle et application composante. Dans toute la suite, on considère des applications définies sur une partie A non vide de R2. Ces applications pourront être à valeur dans R ou dans R2. C'est-à-dire, on peut aussi bien considérer des applications qui vont de R2 dans R que des applications qui vont de R2 dans R2. Donc on va voir un petit peu, il y a très peu de différences et il suffit juste d'adapter à chaque fois, à chaque cas. Nous noterons l'ensemble des fonctions ici qui vont de A dans R, respectivement l'ensemble des fonctions qui vont de A dans R2. Alors, A est toujours une partie de R2, mais c'est l'arrivée, c'est les images qui sont soit dans R, soit dans R2. Dans le premier cas, on va dire, en fait, ce sont des fonctions à deux variables numériques. Et ici, ce sont des fonctions à deux variables vectorielles, mais deux indices. Munies des opérations usuelles, l'ensemble des fonctions qui vont d'une partie A de R, de dans R, est une algèbre, on va voir, et l'ensemble des fonctions qui vont de A dans R2 est uniquement un espace vectoriel. Alors, on va expliquer un petit peu la différence entre les deux. Pourquoi, dans ce cas-là, nous avons une algèbre et pourquoi, dans ce cas-là, nous avons un espace vectoriel. Alors, un espace vectoriel, c'est quoi? C'est, je peux définir, grosso modo, pour définir une opération de plus, je sais faire la somme, je sais faire aussi la multiplication par un scalaire. Dans le cas d'une algèbre, j'ai une troisième opération qui est multiplication. Pourquoi nous ne savons pas faire la multiplication ici? Ben, tout simplement, comment va-t-on faire pour faire ceci? Voyez, si vous avez f de xy égale f1 de xy, f2 de xy, les composantes un petit peu, puisque ça va dans R2, g de xy égale g1 de xy, g2 de xy, faire le produit de ces deux quantités n'a aucun sens. Tout simplement. Faire le produit, dire je vais faire le produit de alpha bêta fois lambda gamma, n'a aucun sens. Je sais faire alpha fois bêta, oui, mais je ne sais pas faire le produit de deux couples. Donc vous voyez, chers étudiantes et étudiants, pourquoi nous allons avoir uniquement ici une notion d'espace vectoriel. Ça signifie, comme opération, on n'aura pas plus que addition et multiplication par un scalaire. Alors que dans le cas numérique, nous pourrons avoir l'addition, la multiplication de fonctions et bien sûr la multiplication par un scalaire. Donc ceci, ça résume grosso modo ceci. En général, les composantes d'un élément U de A sont notées XY. Donc ça, si je prends maintenant une fonction qui va de A, donc je vais l'écrire de A dans R, donc à XY, j'associe un élément ici f de XY qui appartient à R. Donc c'est ça f de XY. Si maintenant je fais de A dans R2, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Dans ce cas-là, vous voyez, à tout élément U de A qui va s'écrire XY, bien sûr X c'est la première composante, Y c'est la deuxième composante, f de XY va être un élément de R2. Donc si c'est un élément de R2, il va avoir deux composants. Donc, on va les noter, f1 de XY et f2 de XY. Donc, ici, un élément XY, on va associer f1 de XY
Donc, finalement, quand on a envie d'étudier une fonction qui va de A dans R2, en fait, ça se ramène à l'étude de deux fonctions qui vont de A dans R. Hein. Vous voyez ici, ça c'est un élément de R, ça c'est un élément de R. Très important. Donc, alors, ces deux applications F1 et F2 sont appelées fonctions composantes. Donc, l'application F de A dans R2 est donc caractérisée par les deux applications F1 qui va de A dans R, on insiste, et F2 qui va de A dans R, j'insiste encore. F1 et F2 sont appelées alors applications composantes ou applications coordonnées de F. Maintenant, on va passer à quelque chose qui s'appelle application partielle. Donc, toujours, on est en train de définir un langage qui est spécifique à cet espace R carré, dont la géométrie est un peu plus riche que celle de R. Je prends A une partie non vide de R2 et une application A qui va dans R ou dans R2. Donc, tant qu'il n'y a pas de différence, on dira de R dans R2, mais quand il faudra spécifier que c'est R ou R2, on le fera. Donc, pour l'instant, les définitions vont être les mêmes. Alors, vous voyez un petit peu ce qui va se passer. Je prends un point quelconque, A, enfin, particulier, pardon. Alors, vous voyez, j'ai A, bêta. Très bien. Je prends un point X de R. Alors, je vais prendre le couple X bêta qui appartient à A. On posera donc phi1 de X, vous voyez, c'est quoi? C'est F de X bêta. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai fixé la deuxième composante et je fais varier la première composante. Donc vous voyez, je fixe la deuxième composante qui est égale à bêta et je fais varier la première composante. Cette application phi1 qui est maintenant, qui a valeur de R. Donc phi1 va aller de A d'un ensemble, si vous voulez, je dirais d'un certain ensemble I inclus dans R, on verra lequel, soit vers R, dans ce cas-là, ça va être F de X bêta, soit dans R2, ça va être F1 de X et bêta, F2 de X et bêta. Donc, dans le cas où la fonction va dans R, j'aurai une fonction qui va de R dans R. Dans le cas où j'ai une fonction qui va dans R2, c'était F, elle va aller de R dans R2. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que l'application partielle? C'est l'application, ici, cette première application partielle. Je fais varier, vous voyez, la première composante, la première composante, la deuxième composante étant considérée fixée. Alors, phi1 est bien défini en x égale à a, et phi1 de alpha est justement égal à f de a. Pour tout y dans R, nous allons, tel que alpha y appartient à a, vous voyez maintenant ce que je vais faire, f2, phi2, je fais varier la deuxième variable, vous voyez phi2, le 2 ici est relatif à deuxième variable, et je fixe la première variable. On dira que phi2 est la deuxième application partielle de f au point A égale alpha bêta. Phi2 est bien défini en bêta. Phi2 de bêta égale à f de A. Et donc, vous voyez un petit peu que à partir d'une fonction, je peux définir deux fonctions partielles. La première, je fais varier la première variable en fixant la deuxième variable. La deuxième fonction partielle, je fixe la première variable et je fais varier la deuxième variable. Supposons maintenant que le point A soit intérieur à grand A, à notre espace de départ. Il existe donc, puisqu'il est intérieur, on a déjà vu dans la leçon précédente, il va exister un R positif, tel que la boule ouverte de centre A et de rayon R est incluse dans grand A. Donc, comme vous allez voir, phi1 va être défini au moins sur alpha moins R, alpha plus R. Parce que vous voyez, phi1, je fais varier la première variable, donc vous voyez, c'est alpha qui m'intéresse, c'est au voisinage de alpha. Et bien sûr, pour phi2, je fais varier la deuxième variable, donc je m'intéresse au voisinage de bêta.
Donc, grosso modo, si vous voulez, cette écriture-là me permet, si A est un point intérieur, d'avoir. Alors, ceci. Évidemment, l'ensemble de définitions de phi1 peut être plus grand que ceci. Et l'ensemble de définitions de phi2 peut être encore plus grand que ceci. Mais le fait que A est intérieur, on est assuré que phi1 est défini au moins ici. Alors pourquoi on veut ceci? Parce qu'en fait, dans le futur, on voudrait en fait dériver phi1. On voudrait peut-être voir la continuité de phi1, dériver phi2, voir la continuité de phi2. Limite en un point. Alors maintenant, on va passer à la notion de limite en un point. Je vais d'abord considérer une fonction qui est à valeur réelle. A est inclus dans R2. Une fonction qui va de A dans R. A, alpha, bêta, un point adhérent à A, et L, un nombre réel. Pourquoi je cherche un nombre réel? Parce que je travaille ici dans R2. Si maintenant je travaille dans R, pardon, si je travaillais dans R2, bon, je dirais L est un vecteur. Donc il faudrait faire très attention, la notion L n'est pas nécessairement réelle, c'est pour exprimer tout simplement limite. Dans R, ça va être un réel, dans R2, ça va être un couple. On dira que F admet L pour limite au point A, si et seulement si. Pour tout epsilon positif, il existe un état positif. Pour tout U dans la boule fermée de centre A et de rayon état inter A, alors la norme de F de U moins L est inférieure à epsilon. En fait, ici, la norme ici dans R étant la valeur absolue, donc cette norme-là peut être tout à fait remplacée par valeur absolue de F de U moins L inférieure. Parce que je sais que F de U est un élément réel, L est un élément réel, donc j'aurais pu écrire. Donc, mais ça, c'est pas grave. La norme, ça exprime tout simplement une notion de distance. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est voir limite F de U égale à L quand U tend vers A. Alors, on pourrait voir déjà exemple de... Par exemple, je prends la fonction f de xy égale à x au carré y sur x carré plus y carré, si xy différent de 0, 0. Problème, est-ce que cette fonction admet-elle une limite au point 0, 0? Donc ici, on prend alpha égale 0, bêta égale 0. Au revoir. Alors, ce qu'on peut faire, vous remarquez que x au carré sur x carré plus y carré. Donc je peux déjà majorer x carré sur x carré plus y carré par 1. Donc qu'est-ce qu'il va me rester? F de xy est majoré par... Alors manifestement, vous voyez que cette quantité, quand y tend vers 0, cette quantité tend vers 0. Donc ce qui exprime que f de xy moins 0 en valeur absolue est plus petit que epsilon dès que xy étant inférieur à epsilon, à un certain état. Donc vous voyez ici, ça entraîne donc limite de f de xy quand xy tend vers 0, 0 égale à 0. Alors il ne faut pas oublier qu'ici c'est une fonction réelle. Donc 0 ici étant qu'un nombre réel. Dans le cas d'une fonction à deux variables, je prends l'application qui va de A dans R, je prends alpha bêta point adhérent à A, je prends maintenant L, un élément de R2. Donc pour dire, il faudrait essayer de ne pas faire la confusion. Le mot L ici est utile uniquement pour parler de limite. Ben, on dira que F admet une limite L en A. Vous voyez, c'est exactement la même définition, sauf qu'ici, je vais avoir les modules, ici, pardon, les normes, qui correspondent à soit la norme 2, soit la norme infinie, tout simplement pour exprimer que la distance de f de u à L est aussi petite que je veux dès que u est assez petit. En distance par rapport à A, très proche de A. Donc, finalement, c'est la même écriture. Sauf, tout simplement, que la norme ici, dans le cas de R, c'est la valeur absolue. Dans le cas de R2, c'est pour nous, c'est soit la norme 2, soit la norme infinie. On notera toujours limite, pardon, de f de u égale à L. Caractérisation séquentielle, comme nous l'avons toujours fait. Je prends une application qui va de A dans R, respectivement dans R2. Je prends un élément qui est dans R, respectivement dans R2, c'est-à-dire ça correspond dans le cas dans R2, L doit être un vecteur. Je prends A
de coordonnées alpha bêta un point adhérent à A. Pourquoi adhérent à A? Parce que nous avons envie de travailler avec les suites. Et vous savez déjà, on a déjà vu dans la leçon précédente quelle est la définition séquentielle d'un élément, d'un point adhérent. Alors, l'application f admet L pour limite au point A, c'est seulement si pour toute suite UN d'éléments de A qui convergent vers A, la suite f de UN converge vers L. Alors ceci, ça nous donne la caractérisation à l'aide des suites de cette notion de limite. Alors, ce qui nous intéresse dans surtout cette proposition, c'est que parfois on peut démontrer le contraire. Alors la contraposée, f de UN ne converge pas, soit ne converge pas vers L, soit ne converge pas du tout. Nécessairement, la fonction n'admet pas L pour limite. Donc, vous voyez, par contraposé, nous pouvons démontrer un certain nombre de choses. Alors maintenant, la continuité en un point. Je prends f, une application qui va de A dans R, un point alpha bêta de A. On dira que f est continu en A si elle a, c'est-à-dire cette fonction, admet une limite en A, ça signifie que... Alors, c'est la même définition que nous avions pour les fonctions à variable réelle. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue? Si la limite en point est égale à la valeur au point. La limite en A, c'est f de A. Alors, l'écriture, si vous voulez, en termes de quel que soit epsilon positif, il existe état positif, U appartenant à B bar A, état inter A, entraîne que, ici, norme de f de U, ici, norme. Donc, tout dépend un petit peu si on a des fonctions qui sont à valeur réelle, on aura des valeurs absolues. Si on a des fonctions qui sont à valeur R2, on aura les normes, bien sûr. Comme j'ai toujours dit, ici, je pourrais utiliser la norme 2 comme je pourrais utiliser la norme infinie. Le problème ne se pose pas. Alors, par exemple, dans cet exemple-là, il est meilleur d'utiliser la norme infinie. Vous voyez, ici, dans ce cas-là, donc c'est mieux de dire, ici, valeur absolue de f de xy moins 0 est majorée par norme de xy, si vous voulez, moins 0, 0 pour moi, et ici c'est la norme infinie. Inférieure, donc dès que ceci est petit, ceci va être très très petit. Mais on peut dans notre cas utiliser la norme 2 sans aucun problème. Caractérisation séquentielle de la continuité, ça se ramène tout simplement à la caractérisation séquentielle de la limite. On dira que f est une application, si f est une application f définie à partir de A qui est un sous-ensemble de R2 à valeur dans R ou R2, on dira que l'application f est continue, si seulement si, tout de suite d'éléments de A qui convergent vers petit a, f de un doit converger vers petit a. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ni plus ni moins que changer L par petit a. Bien sûr, dans ce cas-là, à chaque fois qu'on utilise la notation, la caractérisation séquentielle, le point A doit être un point adhérent. Continuité et application composante. Quelle est la relation entre la continuité d'une fonction et la continuité des applications composantes? Alors, quand je parle d'application composante, c'est que là, je suis automatiquement dans le cas f de A dans R2. Donc, à valeur, elle prend ses valeurs à deux variables, si vous voulez, dans R2, et puis elle prend ses valeurs dans R2. F1, F2 étant les deux composantes de cette application F. Je prends toujours un point A de grand A, dire que F est continu en A, si et seulement si, F1 et F2 le sont aussi. Donc, très important, même si j'ai F qui est à valeur dans R2, ça se ramène à deux fonctions qui sont à valeur dans R. D'où l'importance de l'étude des fonctions qui vont de R2 dans R, puisque les fonctions qui vont de R2 dans R2 se ramènent à deux fonctions de R2 dans R. Et en fait, on verra aussi dans le cas des trois variables, on peut aussi faire R3, dans ce cas-là, au lieu de deux variables, de deux composantes, on aura trois composantes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Continuité et application partielle. Nous avions introduit la notion de composante. Alors, pour la composante, le problème ne se pose pas. Il y a équivalence entre f continu et les deux sont continus. Maintenant, si je prends les fonctions partielles, vous savez, les fonctions partielles peuvent être définies dans les deux cas. Aussi bien dans le cas
à valeur réelle que dans le cas à valeur R2. Soit f une application définie sur la partie A de R2 et à valeur dans R ou R2. Si φ1 et φ2 sont les applications partielles de f au point A, si f est continu en A, alors φ1 et φ2 sont continus en A. Alors là, ici, il faudra se méfier, on n'a pas équivalence. On n'a pas équivalence. Attention, si f est continu, les fonctions partielles sont continues. Si, donc, on utilise ce résultat parfois en disant que si une des fonctions partielles n'est pas continue, la fonction globalement n'est pas continue. Maintenant, nous allons passer maintenant à la notion des opérations que l'on est habitué à faire pour l'ensemble des fonctions du variable réel, maintenant pour les fonctions de variables. Je prends deux applications qui sont définies sur une partie A de R2. Continue en un point. Alors, rappelez-vous que dans le cas général, l'opération somme est définie que les valeurs soient dans R ou que les valeurs soient dans R2. Donc, vous voyez, je ne précise pas quoi que ce soit. Ici, je vais dire tout simplement que je suppose que f et g sont toutes les deux à valeur dans R ou dans R2. Donc, je ne précise pas exactement laquelle. Pour tout scalaire lambda et mu, l'application lambda f plus mu g est continue. Cela signifie tout simplement que la somme de deux fonctions continues est continue, que la multiplication par un scalaire d'une fonction continue est aussi continue. Si f et g sont à valeur réelle, alors voyez maintenant, je sais ce que je suis en train de faire, alors le produit. Donc, attention, ici il est valable pour les deux fonctions sont à valeur réelle. Mais en fait, on peut montrer aussi, si par exemple, f va de A dans R, G va de A dans R2, là je sais définir ce que c'est que f fois G. De xy, alors, f elle est à valeur réelle, G a la valeur dans R2, donc G a pour composante G1, G2. Donc c'est f de xy, G1 de xy, f de xy, G2 de xy. Donc, cette notion de produit, on peut éventuellement la définir si l'une des fonctions est à valeur réelle. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de la définir? C'est dans le cas où les deux fonctions sont à valeur dans R2. Dans le cas où les deux fonctions sont à valeur dans R2, il n'y a pas lieu de définir le produit. Donc, quand est-ce que je peux définir le produit? Si f est à valeur dans R, g est à valeur dans R, f est à valeur dans R, g à valeur dans R2, f à valeur dans R2, g à valeur dans R. Mais f à valeur dans R2 et g à valeur dans R2, impossible, je ne sais pas définir ceci. Alors, on suppose que f est à valeur de R ou R2 et que g est à valeur dans R. Pourquoi? J'ai envie de diviser. Si j'ai envie de diviser, l'opération de division de couple n'a pas de sens. Donc, je vais diviser par quelque chose qui est dans R. Je suppose quand même que g de A est différent de 0. La même chose, j'aurai f sur g est continu. Alors, cela-ci exprime quoi? F peut être à valeur réelle ou à valeur R2, mais g doit être dans ce cas-là à valeur réelle parce que je ne sais pas diviser par une fonction vectorielle. Je sais diviser uniquement par des nombres réels. Donc, en fait, c'est à peu près les mêmes propositions, les mêmes relations et propriétés que nous avons fait, sauf, il faut faire quand même attention un petit peu à ces ensembles de définitions et puis ces opérations, est-ce qu'elles sont valables ou elles ne sont pas valables. Composition d'application continue. Je prends f, une fonction définie sur une partie A de R, ici, de R2. Attention, parce que pour la composition, il y a deux fonctions. Il y a la fonction f et la fonction g. L'ensemble des parts peut être inclus dans R ou dans R2, mais à valeur dans R2. J'ai une application définie de R2, mais à valeur de R dans R2. On suppose toujours que f de A est inclus dans B, ça c'est pour avoir ce qu'on appelle les relations de compatibilité, pardon. Alors, de cette manière, G rond f est bien défini sur A. Si f est continu en A, appartient à un grand A, et si G est continu en B égale à 1, alors G rond f est continu en A. Donc, en fait, dans ce cas-là, pour lever un petit peu tout quiproquo, il faut dire, je suis en train de chercher G rond f.
Donc, je dois partir d'un ensemble ici A, puis je vais voir un petit peu sur quoi, puis donc, à un élément X, pardon, je vais associer, enfin, à XY, soit X, éventuellement, je vais associer, par exemple, f de x, et à f de x, je peux associer ici g de x. Ça, c'est quand toutes les deux sont à valeur dans R. Maintenant, il faut un peu se méfier. J'ai f qui a un élément x associe, je dirais f1 de x, f2 de x. G maintenant, donc ça c'est R2. G maintenant va aller soit dans R, soit dans R2, tel que AXY s'associe. Dans le premier cas, G de XY. Dans le deuxième cas, G1 et G2. Donc vous voyez un petit peu, ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire très attention à un petit peu ce que je suis en train de faire. Quel est l'ensemble des parts de la première? Quel est l'ensemble des parts d'arrivée de la première? Et l'ensemble d'arrivée de la première doit coïncider avec l'ensemble des parts de la deuxième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, bon, je ne vais pas reprendre tout ceci, mais il y a plusieurs cas de figure. Essayez de faire des dessins comme ça pour bien voir un petit peu tous les différents cas de figure. Continuité sur un domaine. Donc maintenant, pour la continuité sur un domaine, la définition est toujours la même que dans le cas d'une variable réelle, en passant d'un point à un domaine. Donc je prends ici une partie de R2, je prends une fonction qui est à valeur dans R, dont R2, la définition va être la même. On dira que f est continu sur le domaine A tout entier, s'il est continu en tout point de ce domaine. Et dans ce cas-là, on notera CAR, l'ensemble des fonctions continues sur A à valeur dans R, ou CAR2, l'ensemble des fonctions ou applications continues de A dans R, respectivement R2. Proposition, soit A une partie non vide de R, et soit F et G, deux applications continues de A dans R. Pour tout scalaire lambda et mu, lambda F plus mu est aussi continu sur U. Toute combinaison linéaire d'applications continues est une application continue sur l'ensemble A tout entier, mais ça maintenant vous savez, ce genre de propriétés deviennent un petit peu, je dirais, d'une certaine manière banales. Le produit FG est continu sur A. Mais bien sûr, ce que je n'accepte pas, c'est que F soit à valeur R dans R2 et G soit à valeur dans R2. Donc ici, F à valeur dans R, G à valeur dans R, F à valeur dans R, G à valeur dans R2, F à valeur dans R2, G à valeur dans R. F à valeur dans R2 et G à valeur dans R2, cette notion n'a aucun sens. D'accord? Donc, la même chose, si G est à valeur dans R et ne s'annule pas, F sur G aussi est continu. Donc finalement, les opérations qu'on avait faire pour un point de manière ponctuelle, on sait aussi le faire de manière globale sur une partie. Proposition très importante. L'image réciproque d'un ouvert de R2 ou de R est un ouvert de R2. L'image réciproque d'un fermé par une application continue est toujours un fermé. Alors, on résume ça. L'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Donc là, il faudrait savoir quel est l'ensemble départ, quel est l'ensemble d'arrivée. L'image réciproque d'un ouvert de R est un ouvert de R2. L'image réciproque d'un ouvert fermé de R est un fermé de R2. Réciproque d'un ouvert de R2 est un ouvert de R2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, il faudrait faire uniquement attention, mais le langage restera le même. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne précise pas trop. L'image réciproque par F d'un ensemble ouvert est un ensemble ouvert. L'image réciproque par F d'un ensemble fermé est un fermé. Alors, ça nous permet d'ailleurs d'avoir pas mal d'informations sur est-ce qu'un ensemble est ouvert ou fermé. Alors, on va donner un exemple. Je prendrai l'ensemble des XY, c'est genre de choses qui paraissent difficiles. Hein. Est-ce que c'est un fermé ou c'est un ouvert? Bon, question qui se pose. Je vais donc dire, par hasard, f de xy égale
x plus y. Alors, sans trop rentrer de détails, les fonctions polynomiales, comme vous le savez, dans le cas de R, on aura la même chose, ce sont des fonctions qui sont continues sur R de temps t. Donc c'est une fonction continue de R. De R2 dans R. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ensemble A? Cet ensemble A n'est que, ici, cet ensemble n'est que f-1 de quoi? Donc vous voyez, ici, ça signifie f de xy est supérieur ou égal à 1. Donc c'est f-1 de quel ensemble? Donc vous voyez, c'est l'ensemble des xy tel que f de xy est supérieur ou égal à 1. Très bien. Donc il y a égalité. Cet ensemble-là, il est fermé de R. Donc, notre ensemble va être l'ensemble des xy tel que x plus y est supérieur ou égal à 1 va être un fermé de R2. Et donc finalement, que l'on n'a pas à trop se préoccuper par des points adhérents, des critères de séquentialité pour voir si ceci ou cela. En fait, si on arrive à modéliser cet ensemble grâce à une image réciproque, ben, on aura automatiquement cette opération-là. Alors, autre exemple, je prends l'ensemble des x, 1 sur x. X appartient à R étoile. Je peux aussi le noter, c'est l'ensemble des xy appartenant à R2, tel que xy égale à 1. Manifestement. Vous voyez, dire que xy égale à 1, ça sert à rien de dire que y égale à 1 sur x. Même chose, je prendrai f de x, y est égal à xy, c'est un polynôme continu. Donc s'il est continu, alors je prends l'image inverse de quoi? Mon ensemble, ça va être l'ensemble des f-1 du singleton 1. Or, je sais que les singletons sont fermés. Si les singletons sont fermés, l'image réciproque par une fonction continue d'un fermé va être infermé. Donc, celui-là est fermé. Donc, ça, c'est des exemples. On peut aussi voir, par exemple, l'ensemble des xy tel que y est supérieur à 1 sur x carré plus 1. Alors ça, on montrera que c'est un ouvert. Quelle est la fonction qu'on va considérer? On va considérer par exemple la fonction, y moins 1 sur x carré plus 1, et dire ceci est supérieur. Donc ça, c'est la fonction f, et l'ensemble ouvert, c'est 0 plus l'infini. Et donc ceci, ça va être f moins 1 de 0 plus l'infini, qui est un ouvert. Donc, ceci, pour donner quelques petits exemples de cette notion-là, l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert, l'image réciproque d'un fermé est un fermé. Et vous voyez ici, quand je travaille avec une fonction qui est de la variable réelle, l'ensemble f de x inférieur à alpha, f supérieur à alpha sont ouverts, l'ensemble des xy tels que j'aurai ici inférieur ou égal à alpha, supérieur ou égal à alpha va être un fermé. Continuité uniforme et application lipschitzienne. Rappelez-vous, la continuité uniforme, c'était quoi? Dire qu'une fonction est continue en un point, c'est que le état ou le ρ dépendait aussi bien du point que du epsilon. Dire continuité uniforme, ça signifie que ça dépend uniquement de epsilon. Donc, je prends A une partie de R2, F une application qui va de A dans R, de R dans R, ou dans R2, on dira que c'est uniformément, donc vous voyez ici, le état ne dépend plus du point. Parce que dans le cas de la définition de la continuité, on avait soit A, soit epsilon, et après on avait le existe. Or ça, c'est les règles de logique. Le état doit dépendre de tout ce qui vient avant. Donc ici, a priori, état dépend de epsilon et de grand A en entier. Ils n'ont pas de petit a, de chacun des petits a. Alors, on a ceci. Alors, vous voyez f de u moins f de v parce que nous avons considéré dans le cas R. Si dans le cas R2, on remplacera f de u moins f de v par norme de f de u moins f de v. Donc ça, vous savez maintenant que dans R, nous prenons des valeurs absolues. Dans R2, nous prenons la norme, que ce soit la norme 2 ou que ce soit la norme infinie. Bon, maintenant,
théorème de Heine. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si A est une partie non vide de R2, fermée et bornée, c'est-à-dire compacte, alors toute application continue sur A, je m'en fous en fait que ce soit valeur de R dans R2, est alors uniformément continue. Ceci nous donne encore une généralisation de ce qu'on avait fait pour les fonctions d'une variable. On avait encore théorème de Heine, soit A I un intervalle fermé borné, alors toute fonction continue sur un intervalle fermé borné est une fonction uniformément continue. Alors, dans ce cas-là, si f est continue, elle est bornée et atteint ses bornes. Ça, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait dans le cas d'une variable. Autrement dit, il existe un U0 et un U1 dans grand A, tel que f de U0 donne le 1000, mais ceci, cette histoire de 1000, pour les fonctions qui sont à valeur réelle, parce que c'est sur R que j'ai minimum et maximum, et non pas uniquement sur R2. Bon, je vais donner un ou deux exemples de fonctions continues. Je prendrai par exemple encore la fonction f de xy égale à x, y à la puissance 6 sur x carré, x6 plus y8, si xy différent de 0, 0, et 0, si xy égale à 0. Cette fonction est-elle continue? Alors, pour voir la continuité, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit voir si elle admet une limite. Alors, question, admet-elle une limite? Bon, vous voyez ici, je prends f de x0. C'est la fonction partielle en 0. C'est égal à quoi? C'est égal à 0. Alors, je ne vais quand même pas m'amuser de prendre f de 0 y égale à 0. Je vais dire, je prends f2 sur t4, t3, c'est-à-dire, je me rapproche de 0 selon la courbe qui a pour composante t4 et t3. Ceci, c'est égal à 1 sur 2t, et malheureusement, ça tend vers l'infini quand t tend vers 0. Moralité, une première fonction partielle qui est nulle, mais l'autre ne marche pas. Or, on sait que n'importe comment on devait trouver. Donc ici, la fonction n'admet pas de limite. Alors, f n'admet pas de limite en 0, 0. Alors, donc, il ne peut pas être continu. Je prendrai uniquement une dernière fonction qui est x carré plus y carré sinus 1 sur xy. Bien sûr, si xy est différent de 0, 0 si xy égale à 0. Alors, ce que l'on veut voir, que se passe-t-il en dehors de 0, 0, de ce problème-là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Dès que le produit est différent de 0, xy est continu. 1 sur xy est continu. Composition par sinus, ça va être continu. X carré plus y carré continu. Produit de fonction continue va être continu. Donc, sur R2, moins l'ensemble des xy, c'est que xy égale à 0, f est continu. Alors, f de xy, je peux la majorer par racine de x carré plus y carré. Vous avez, par x carré plus y carré. Et donc, continue en 0, 0. Qu'est-ce qui reste? On va voir ce qui se passe en x0, y, 0, x0 différent de 0. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout simplement, cette quantité-là, vous aurez f de x0, 0, va être égal à x0 au carré. Donc, n'admet pas de limite, tout simplement, n'admet pas de limite en 0. Donc, si vous voulez, fonction partielle, une des fonctions partielles n'admet pas de limite en 0. La fonction, donc, globalement, n'admet pas de limite. Et donc, vous voyez ici, l'ensemble de continuité, c'est quoi? J'enlève tous les points de ce type-là. Évidemment, j'ai oublié quand même de dire ce qui se passe en 0, y0, c'est exactement pareil. Donc, j'enlève tout cet ensemble-là. Ça marche bien. En 0, 0, ça marche bien. Donc, en fait, la réunion entre cet ensemble-là et cet ensemble-là sera le domaine de continuité de notre fonction. Alors, application lipschitzienne, rappelez-vous ici,
la distance soit A une partie non vide de R2 et F une application de A dans R ou dans R2, soit K un réel strictement positif, on dira que F est K-Lipschitzienne sur A, si seulement si, vous voyez, la distance de F de U à F de V est inférieure à K fois la distance de U à V. Et ainsi se termine notre leçon sur les fonctions de deux variables limite et continuité.